Et enfin, dernier point de la mission du Scrum Master au service de l'équipe, lever les obstacles. Alors, lever les obstacles ou les impediments, il y a plusieurs questions en général dans la certification Scrum Master qui tournent autour de ce sujet-là. Ce sont les obstacles qui peuvent entraver la progression de l'équipe. C'est une fonction vraiment essentielle du Scrum Master. Et il s'agit bien des obstacles qui sont en dehors du territoire d'intervention de l'équipe. Alors, je vais m'expliquer un petit peu là-dessus parce qu'il y a des questions qui parfois prêtent à confusion. Si l'équipe a un problème, qui est un problème d'ordre interne, qu'elle peut résoudre elle-même, c'est pas au Scrum Master d'aller lever l'obstacle à la place de l'équipe. Là, il doit se positionner en tant que facilitateur. Il doit aider l'équipe à résoudre le problème, mais pas le régler à sa place. Il faut faire attention parce qu'il y a vraiment une petite subtilité, il y a plusieurs questions qui tournent autour de ce sujet et qui peuvent parfois poser problème. Donc, il s'agit bien d'obstacles qui sont en dehors du périmètre d'intervention de l'équipe, qui ne concernent pas le fonctionnement interne de l'équipe Scrum. Et avant d'aller lever un obstacle, avant d'agir, posez-vous quelques questions. Est-ce que c'est vraiment un obstacle ou bien l'équipe pourrait le régler? Si l'équipe peut le gérer, la priorité, c'est d'assurer l'autonomie de l'équipe. C'est pas au Scrum Master d'intervenir dans ce cas-là. Vraiment, j'insiste sur ce sujet-là. Il y a beaucoup d'entre vous qui commettent l'erreur sur ce type de questions. Posez-vous en second lieu quelle est la cause réelle du problème. Et pour ça, appliquez les trois piliers de Scrum: transparence, inspection, adaptation. Inspecter les artefacts de Scrum pour essayer de voir est-ce que le problème qui bloque l'équipe là, il est lié à un manque de transparence. Est-ce que c'est lié à une inspection qui aurait été mal conduite? Est-ce qu'on aurait pu détecter plus tôt ce problème en inspectant les artefacts? Si oui, eh bien, il faut peut-être solutionner la cause du problème plutôt que le problème, c'est-à-dire rendre les artefacts plus transparents. Quand on a toujours les mêmes problèmes à régler, il faut régler la cause du problème à un moment. Et là encore, c'est un sujet qui est à la fois professionnel et qui concerne un certain nombre de questions qu'on a dans le PSM 1, euh, qui ne sont pas vraiment simples à gérer. On en verra en fin de formation quelques-unes de cette nature. On refera, comme on l'a déjà fait, un exercice avec un grand nombre de questions. Mais voilà, il faut vraiment se poser la question, est-ce que je vais régler le problème ou est-ce que je vais gratter un peu plus loin et chercher la cause du problème. Enfin, il faut mesurer, est-ce que l'effort nécessaire pour résoudre le problème est plus coûteux que les conséquences du problème. Parce que aller solutionner un problème et y passer 15 jours d'énergie simplement pour un truc qui va consommer, allez, une journée ou une demi-journée à l'équipe, c'est pas rentable, ça c'est du gaspillage. On n'est pas dans l'esprit de Scrum là. Il faut pas régler tous les problèmes et tous les problèmes n'ont pas la même priorité, tous les problèmes n'ont pas la même importance. Il y a des choses qui sont désagréables et il faut peut-être s'en accommoder. Là, c'est vraiment à chacun d'essayer de juger quelle est la nature du problème et puis comment est-ce qu'on peut le solutionner, combien ça coûterait potentiellement de le solutionner. Alors, les différents types d'obstacles qu'on peut rencontrer, très souvent, c'est des changements intempestifs au sein de l'entreprise. C'est des changements de process qui sont imposés, c'est des changements dans la composition de l'équipe qui sont réguliers. Là, il faut sensibiliser le management ou les ressources humaines. C'est vers ces gens-là qu'il faut se tourner et potentiellement leur démontrer quel est l'impact sur la performance de l'équipe que ces changements intempestifs peuvent provoquer. Si on demande à l'équipe un jour de travailler dans tel bâtiment et le lendemain dans un autre, et puis 2 jours après dans un autre, et puis on change tout le temps leur salle de réunion, et ils galèrent pour trouver une salle de réunion tous les jours pour faire leur daily scrum, ça c'est un problème. Il vaut mieux réserver une salle pour l'équipe. On voit les gains de performance qui sont considérables quand on fait ça.
Deuxième point, ça peut être de la pression exercée par la hiérarchie. Ça aussi, c'est un problème qui est fréquent, qui est récurrent. Il faut aller coacher ou former les managers. Dès qu'ils viennent mettre de la pression hiérarchique, ça annihile la pression sociale, ça empêche les équipes d'avoir leur phase de storming, norming et de passer à performing. C'est pas des bonnes pratiques, ça empêche l'autonomie de l'équipe. C'est vraiment pas des bonnes pratiques. Ça, il faut vraiment aller sensibiliser le management. Potentiellement, des fois, il faut passer par les RH, il faut aller demander conseil. Il y a d'autres Scrum Masters. On verra quelles sont les techniques juste après pour lever les obstacles. Ça peut être un manque d'outils ou de compétences. Ben là, il faut équiper ou former les équipes, y compris le product owner. Si le product owner il est absolument pas compétent, il faut peut-être mieux lui payer une formation de 2 jours plutôt que d'avoir un Scrum Master qui va passer 90% de son temps à aller coacher le product owner pendant 15 jours ou 3 semaines. C'est peut-être préférable d'envisager une formation à un moment plutôt que d'engranger comme ça de la perte de qualité produite par un PO parce qu'il est insuffisamment formé. Quatrième point de vigilance, c'est la dette technique qui s'accumule. Alors ça, on peut le mesurer avec l'équipe, hein. Il y a beaucoup de techniques pour mesurer la dette technique. Et la priorité, c'est de sensibiliser le product owner, puis les stakeholders, l'équipe si elle ne l'est pas, bien évidemment. Là, il faut vraiment être très vigilant sur ces aspects-là pour que les gens comprennent bien quelle est l'importance de la dette technique. Alors la dette technique, si vous n'êtes pas super à l'aise avec, vraiment documentez-vous sur ce sujet-là. C'est un point de base de l'ingénierie logicielle. C'est pas lié à l'agilité, c'est lié au fait que on peut avoir par exemple une définition de fini qui est pas suffisamment exigeante et que du coup on se retrouve avec un truc qui fonctionne mais le code n'est pas très bien écrit, on n'a pas très bien fait la documentation, et quand il faudra revenir faire des évolutions dessus, ça va coûter 2, 3, 4 fois plus cher que si ça avait été correctement documenté, si le code avait été mieux écrit. La dette technique, ça peut porter aussi sur des failles de sécurité, ça peut porter sur des problèmes de performance des applications. Vraiment, ça, on peut le payer très très cher, mais pas tout de suite, ultérieurement. Et c'est parce qu'on paye ultérieurement que ça s'appelle de la dette technique, justement. Parce que c'est une dette qu'on remboursera plus tard. L'autre point de vigilance, c'est les différences récurrentes qu'il peut y avoir entre ce qu'on fait en prospective, c'est-à-dire ce qu'on prévoit de ce qui va se passer, et le résultat réel. Par exemple, l'équipe prend un engagement, ne tient pas son engagement, et ça c'est récurrent. Les stakeholders pensent que un élément apportera beaucoup de valeur systématiquement, et ça apporte beaucoup moins de valeur que ce qu'ils imaginent, et c'est récurrent. Là, il va falloir aller sensibiliser soit l'équipe, soit les stakeholders sur leurs estimations, sur leurs prospectives, sur d'autres manières potentiellement de faire des estimations ou de la prospective. On peut utiliser le planning poker, les tailles de t-shirt, les pistes de ski, si c'est une piste verte, bleue, rouge, noire. Voilà, on peut utiliser différentes techniques ou méthodes pour, et surtout s'appuyer sur l'empirisme pour mieux faire de la prospective. C'est-à-dire comparer par rapport à des éléments qu'on a déjà réalisés, quelle pourrait être la valeur de celui-ci ou la complexité de celui-ci par rapport à un élément de taille comparable. Eh bien, on va estimer, et comme ça, on va affiner les estimations et la prospective. Ça peut être des conflits interpersonnels aussi. C'est plus rare que les cas qu'on vient de voir juste avant, mais ça peut arriver. Bon, bah là, il va falloir coacher les gens pour adapter les interactions. C'est un travail de coaching personnel, c'est vraiment un travail de management assez basique. Quelques techniques pour lever ces différents types d'obstacles, pardon. Alors déjà, en priorité, il ne faut pas attendre le prochain Daily Scrum et encore moins la rétrospective pour agir. Il faut informer lors de ces événements. Ça, c'est clair, on informe pendant le Daily Scrum. S'il faut informer l'équipe qu'on a levé un problème ou qu'on va lever un problème, on peut profiter du Daily Scrum pour informer l'équipe. Bien sûr, on fera le point en rétrospective, parce que c'est de la transparence, mais on n'attend pas forcément la rétrospective pour lever des problèmes. On n'attend pas le Daily Scrum pour prendre conscience qu'il y a des problèmes.
le rôle du Scrum Master, c'est vraiment d'être proactif sur la gestion des points de blocage, des impediments qui peuvent bloquer l'équipe. Deuxième technique qu'on peut utiliser, c'est déjà d'inspecter les artefacts pour anticiper les problèmes, mesurer les variations de vélocité, vérifier la transparence des engagements. Est-ce que les objectifs sont bien SMART, les objectifs du produit, les objectifs de sprint? Est-ce que l'objectif de sprint, c'est pas juste un vœu pieux? Ça arrive souvent. Est-ce que c'est vraiment un objectif? Est-ce qu'on pourra mesurer cet objectif à la fin du sprint? Est-ce qu'il est réaliste? Est-ce qu'il s'inscrit bien dans la stratégie de développement du produit ou c'est un objectif qui n'a rien à voir avec les objectifs du produit? Là, il faut faire attention à ce que les objectifs soient bien SMART. Travailler avec des spécialistes. Travailler avec un Scrum Master plus expérimenté. S'il y a des coachs dans l'organisation, normalement ça devrait être des Scrum Masters, mais s'il y a des coachs, demandez conseil aux coachs, demandez conseil à des gens que vous connaissez, demandez conseil éventuellement au RH pour gérer des problèmes de ressources humaines, demandez conseil à un manager avec qui vous avez de bonnes relations. Impliquez le product owner et certains key stakeholders. N'hésitez pas, le product owner comme les key stakeholders sont directement impactés par une baisse de vélocité de l'équipe. Allez les voir, discutez avec eux, échangez, partagez vos doutes, vos craintes. Ça, c'est vraiment des bonnes pratiques. Dernier point, soyez vigilants sur l'application des règles de Scrum. Il n'y en a pas beaucoup, mais suggérez déjà d'appliquer les règles de base. Il y a de très nombreux obstacles qui sont liés à une mauvaise application de Scrum. On ne fait pas vraiment une rétrospective, on se dit oui tout va bien et en fait il y a des points d'amélioration. On trouve qu'il n'y a rien à améliorer lors de la rétrospective. Ah oui vraiment? Et après on a des problèmes et ça c'est pas une bonne rétrospective. On ne planifie pas bien lors du sprint planning. On ne rentre pas suffisamment dans le détail. On ne fait pas suffisamment de backlog refinement. On fait des revues, mais on ne se projette pas sur l'avenir, on n'envisage pas quel pourrait être l'avenir, on ne fait pas le point vraiment avec les key stakeholders, on ne prend pas la température du marché, on ne s'intéresse pas aux utilisateurs. Tout ça, ça fait partie des règles de Scrum. Tout ça, c'est des points, si on les met en œuvre, ça va déjà permettre que beaucoup de problèmes ne se produisent pas. Consultez les utilisateurs, co-construisez les applications avec eux, impliquez-les dans la conception, mais il y a déjà plein de problèmes que vous allez ne pas rencontrer. Vous n'aurez même pas les régler, vous ne les rencontrerez pas, cela. Le Scrum Master, en résumé, il est personnellement redevable de la performance de la Scrum Team, mais ce n'est pas le seul. Donc trouvez des alliés pour influencer à plusieurs. Le PO, les stakeholders, d'autres Scrum Masters, les RH. Faites-vous des alliés, agissez à plusieurs. On est toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et même quand on connaît les causes d'un problème et qu'on a une idée de la manière de le solutionner, ce n'est pas toujours souhaitable de suggérer la solution et c'est jamais souhaitable d'imposer la solution. Mesurez les impacts réels du problème. Avant d'engager des coûteux changements, posez-vous la question, est-ce que c'est rentable? Et gardez à l'esprit que les meilleures solutions viennent de groupes autonomes. Posez le problème, donnez des indicateurs, mesurez les choses et travaillez avec l'équipe Scrum. C'est vraiment le meilleur moyen de solutionner les problèmes. Et on n'est pas obligé d'attendre une rétrospective pour faire ça. S'il y a un problème qui est vraiment bloquant durant un sprint, on le règle le plus tôt possible. On n'est pas obligé de convoquer toute l'équipe. On peut travailler en petits groupes, avoir une partie de l'équipe qui continue à produire, une autre partie qui cherche à régler le problème. On peut se donner des rendez-vous, on peut se donner du temps, et puis on peut, si le problème n'est pas réglé, se prévoir de l'aborder lors de la rétrospective, de dédier une rétrospective de sprint pour régler un problème particulier. Je vais conclure ce petit chapitre sur une citation de Kurt Lewin qui dit
créer des équipes et ensuite ne pas leur donner la liberté et l'autonomie de prendre, et l'autorité, pardon, de prendre les décisions qui leur permettent d'accomplir leurs tâches de la manière la plus efficace, c'est un peu comme apprendre à quelqu'un à faire du vélo, lui donner un vélo de course sur une route sophistiquée, et puis lui dire qu'il peut monter sur son vélo que dans sa chambre. C'est exactement la même chose. Si on crée des équipes et qu'on ne leur donne pas d'autorité, qu'on ne leur donne pas de liberté, qu'on ne les implique pas dans la manière dont on va solutionner les problèmes, ça ne sert à rien de créer des équipes. C'est pas la peine de se casser la tête sur la performance, sur la pression sociale, sur tous ces éléments, si les équipes, on ne leur donne pas la responsabilité de régler elles-mêmes les problèmes auxquels elles font face. Donc, les équipes, il faut leur donner le pouvoir de décision, le pouvoir de mettre en œuvre les solutions et d'apporter des changements radicaux. C'est encore une situation de Kurt Lewin.